D'être si nombreux ici pour parler de ce film magnifique. Merci beaucoup à vous. Merci en effet d'être aussi nombreux pour cette rencontre avec Daniel Auteuil, l'un de nos plus grands acteurs dont les films ont tous émaillé nos vies depuis plusieurs décennies dans des registres aussi divers que la comédie, le drame, la comédie romantique, la reconstitution historique, le polar de Jean de Florette à la Reine Margot, du 8e jour à La fille sur le pont, de l'adversaire à 36 quai des Orfèvres. J'aimerais un peu dire comme Laurent Voulzy l'aurait pu dire, on a tous un Daniel Auteuil dans le cœur, quelque part. Je cite Laurent Voulzy parce que c'est un de vos confrères maintenant en tant que chanteur également, puisque je cite votre carrière d'acteur, mais vous avez aussi une carrière de chanteur, puisque 40 ans après Tu m'as largué Florence, vous avez repris une carrière de chanteur ces dernières années. Et je dis ça d'ailleurs sans déjà, moi j'aime beaucoup Tu m'as largué Florence. Oui, mais moi aussi, j'aime beaucoup. C'est un triste souvenir, Tu m'as largué Florence, parce qu'elle m'a réellement largué. Elle ne s'appelait pas Florence, mais elle m'a largué quand même. Mais en tout cas, ça permet d'écrire des chansons. C'est ça qu'il faut regarder dans les histoires d'amour qui finissent mal. Parce que celles qui sont bien, on ne sait pas quoi. Sur le bonheur, c'est dur d'écrire. Charles Trenet, il savait bien écrire sur le bonheur. Mais c'est plus facile d'écrire sur. Mais bon, tout va bien. Alors le 11 septembre, mercredi prochain, vous êtes donc à l'affiche d'un nouveau film, Le Fil, que vous avez vous-même réalisé avec Grégory Gadebois, avec Alice Belaïdi, avec Gaëtan Roussel notamment. C'est l'histoire d'un avocat pénaliste qui a fait le choix de ne plus plaider aux assises depuis quelques années et qui se laisse entraîner à défendre un homme accusé du meurtre de sa femme. On va parler de ce film pendant une petite demi-heure. Vous aurez vous aussi l'occasion de poser vos questions à Daniel Auteuil. Peut-être une première question, c'est le premier film que vous réalisez depuis 6 ans. Le précédent, c'était Amoureux de ma femme. Est-ce que vous aviez remisé au placard vos envies de réalisation ou est-ce que vous attendiez la bonne histoire avant de repasser derrière la caméra? C'était un peu tout ça. J'avais remisé au placard mes ambitions de metteur en scène. J'attendais qu'une histoire me tombe tout cru comme ça. Mais il y a une chose qui était bizarre, c'est que chaque fois dans le sud où j'ai tourné le film, où je me déplaçais, chaque lieu, chaque coin de rue, chaque paysage se transformait en décor pour moi. Et je me suis retrouvé comme ça avec des décors sans histoire, et arrivait l'histoire, et c'est parti comme ça. Alors cette histoire, le film s'était adapté d'une nouvelle issue du livre de Maître Mot. C'est un livre que d'ailleurs vous pouvez sans doute trouver à cet étage de la FNAC. C'est un recueil de textes issu du blog d'un avocat pénaliste, le regretté Jean-Yves Moyard, qui était avocat au barreau de Lille, qui nous a quittés il y a 3 ans maintenant. Comment est-ce que ces histoires judiciaires sont tombées entre vos mains? Par l'intermédiaire de la productrice du film, Nelly Auteuil, qui elle-même a fait des études de droit, et qui elle-même est avocate et qui a préféré faire du cinéma. Donc elle a fait beaucoup d'études comme ça pour arriver à cette histoire. C'est un compte-rendu d'un procès. À partir de ce compte-rendu de procès, dont aucun scénariste n'aurait pu imaginer l'intrigue, tellement la réalité est plus forte que la fiction, qui m'a donné envie de faire cette histoire. Et le déclic, ça a été quand j'ai trouvé le pourquoi ce type s'engageait à ce point-là. C'est-à-dire, ça a coïncidé au moment où j'ai décidé, moi, de refaire de la mise en scène, et je me suis dit que ce désir de refaire de la mise en scène était lié au fait que ce type aurait envie de plaider au pénal et de retrouver son réservoir d'illusions qui lui a permis de faire ce métier si formidable mais si difficile. Alors ce film, je le disais, il va sortir mercredi, donc vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage très vivement à le voir. Et je veux dire par là aussi qu'on va essayer de ne pas dévoiler les secrets de ce film, on ne va pas vous en dévoiler tous les ressorts, mais il y a quand même, dans ce fil, il y a quelques fils qu'on peut tirer sans vider toute la pelote. Lesquels? Et bien peut-être justement le fait d'avoir cet avocat qui va plaider aux assises, et il est très touchant parce qu'on a l'impression qu'il est à la fois dans une folle confiance dans l'espèce humaine et en même temps il est au premier balcon de toutes les horreurs que l'humain peut commettre. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas perdre la foi dans la nature humaine dans ces cas-là? Eh bien, c'est le choix de ce métier d'avocat, c'est-à-dire que on fait abstraction du monstre et on
on est sur l'être humain, voilà. Mais mon personnage, lui, va tomber en empathie avec un type qui est accusé du meurtre de sa femme, mais dont tout en lui m'indique que ce type est innocent et que ça va être une victime, qu'on va se diriger droit vers une erreur judiciaire. Et le personnage que je joue, au lieu de se contenter de faire son métier, de défendre l'avocat, va se mettre en tête de le sauver. Et contre toutes les institutions, contre sa femme, il va prendre tous les risques pour sauver cet homme qui est devenu son ami. C'est ça, on peut dire l'histoire. Bien sûr. Ben oui, si j'ai bien compris le film. Un avocat pénaliste, il ne peut pas défendre que des innocents tout au long de sa carrière. Non, mais c'est une chose de défendre, si vous voulez, un type qui est coupable et en ayant les arguments pour le défendre, mais c'est une autre chose, j'imagine, que de défendre un type dont on est absolument persuadé, au plus profond de soi, de son intime conviction que cette personne est innocente. Ce procès que je dois défendre, il n'y a ni mobile ni preuve. Donc ce sera la parole de l'un contre la parole de l'autre. Voilà, donc si vous voulez, on va assister à des joutes. C'est une espèce de thriller judiciaire. Il y a une enquête qui est menée, que je mène, il y a des allers-retours, il y a des histoires de famille compliquées, il y a des histoires que je peux avoir avec la justice, moi qui devient parfois des tentatives presque hors la loi pour défendre ce type. C'est un film plein de rebondissements et ça a été passionnant à faire, aller à la découverte de ce milieu judiciaire. Ça a été passionnant. Et comme vous le dites, à un moment, les preuves manquent pour établir clairement la culpabilité ou l'innocence de quelqu'un. Et à ce moment-là, il y a une notion judiciaire qui est vraiment centrale dans le film, qui est l'intime conviction. Oui. Qu'est-ce que c'est l'intime conviction? Est-ce que c'est un visage de la vérité? Est-ce que c'est juste une croyance? Qu'est-ce que c'est pour Moi, vous? je dirais que les deux, c'est bien ce que vous avez dit, c'est-à-dire c'est un visage. Dans un prétoire, il n'y a qu'une seule personne avec un accusé, il n'y a qu'une seule personne qui connaît la vérité, une seule, c'est l'accusé. Et donc, notre métier à nous, avocats, procureurs, je vous avoue, je suis investi. Notre métier à nous, avocats, procureurs, présidents, c'est d'aller à la recherche de cette vérité. Quand il n'y a pas de preuve, quand il n'y a pas de mobile, on est à la recherche de la moindre émotion trahie chez l'un ou chez l'autre. Là, en l'occurrence, dans ce procès, la victime n'est pas là, elle a disparu. C'est pas comme quand il y a quelqu'un qui est là face à vous et qui accuse. C'est encore plus compliqué. Là, non, c'est plus simple. Là, c'est plus compliqué parce que pour cause, la morte ne peut plus parler. Il y a une raison pour laquelle il avait refusé ces dernières années de plaider aux assises, c'est que on en prend assez rapidement qu'en fait il avait plaidé l'innocence et fait acquitter un coupable qui, très vite à la sortie de son procès, va se remettre à commettre des crimes. Et on sent qu'en lui se pose la question, comment est-ce qu'on reconnaît la monstruosité? Pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas? Est-ce que c'est parce que c'est notre faute, on ne voit pas la monstruosité chez les autres, ou est-ce que c'est parce qu'on a... Parce que par formation, par déontologie, le monstre n'existe pas. Le monstre n'existe que dans les contes de fées, mais dans la réalité, le monstre n'existe pas, c'est un être humain. Après, qu'est-ce qui fait basculer l'humain vers telle chose? Ah, excusez-moi, c'est mon avocat qui m'a... Je ne peux parler que sous le contrôle de mon avocat. Donc, qu'est-ce qui fait... Voilà, je ne sais plus ce que je vous disais, mais ça m'avait l'air bien. C'est sur la monstruosité, le fait que l'humain et le monstre se ressemblent beaucoup trop. Et donc, voilà... comment ça se passe? Barbie, il a bien fallu le défendre, vous voyez ce que je veux dire?
Voilà, c'est au nom de l'humanité et que l'humanité est possible que parce qu'on peut défendre, on peut défendre nos semblables, sinon c'est pas possible. Et encore une fois, pour moi, je crois profondément à la justice, c'est-à-dire qu'une fois que la justice a été donnée, établie, je pense qu'il faut s'en tenir là et sinon on devient fou, quoi. Mais si les monstres n'existent pas, c'est presque plus inquiétant. Ça veut dire que n'importe qui peut commettre des actes monstrueux. Mais n'importe qui commet des actes monstrueux. Vous voyez, quand on regarde la télé le matin, il y a les actualités et un crime horrible a été commis dans le quartier, dans le village, dans la ville. On interroge les voisins. Ah, mais je ne comprends pas. Et le matin, il faisait mes courses, il était gentil, il vous disait bonjour. Voilà, on ne sait pas. Et c'est ça, méfiez-vous de votre voisin. Vous incarniez déjà un avocat dans Un silence, en début d'année, dans un film très différent dans le traitement. Il y a 4 ans, vous aviez évolué dans Le mensonge. Là, c'est vous qui incarniez un homme accusé de violence sexuelle. Pourquoi est-ce que ce thème de la justice et des violences intrafamiliales est-il aussi récurrent dans votre filmographie ces dernières années? Est-ce que c'est parce que vous, ça vous intéresse davantage, ces questions? C'est parce qu'on me le propose. Je veux dire, est-ce que c'est parce qu'on vous le propose? Oui, c'est parce qu'on me le propose. Et on me le propose généralement parce que ce sont des rôles et des histoires passionnantes. Et que je me suis aperçu à quel point ces histoires de justice passionnent les gens. C'est comme si on tendait aux spectateurs un miroir sur leur propre vie, un miroir qui reflétait un endroit de nous où il ne faut absolument pas être. Quelque chose, c'est une barrière, c'est bon de voir ça au cinéma, parce que c'est quelque chose qu'on démystifie. Mais c'est presque de la superstition, moi je dirais, le goût des spectateurs pour ces histoires. Ça a toujours... C'est comme il y a, je crois qu'on a aboli la peine de mort, quoi. Non, pas aboli la peine de mort. On a interdit qu'il y ait des spectateurs aux exécutions, mais les gens se précipitaient pour voir les têtes tomber. Voilà, c'est là aussi où est le monstre. Est-ce que c'est aussi parce que la société, le cinéma participe aussi d'un mouvement de société, dans l'intérêt sur ces nouvelles violences, nouvelles par leur publicité? Non, de tout temps, les films sur la justice, les films de procès, ce sont des films de genre. Ils ont toujours existé. Moi, mes références, si vous voulez, ce sont des références anciennes, comme un film d'Otto Preminger que j'adore, qui s'appelle Autopsie d'un meurtre, avec James Stewart dans le rôle de l'avocat, comme La vérité de Georges Clouzot, avec Brigitte Bardot, absolument magnifique, et comme un film de Sidney Lumet, le Verdict, avec Paul Newman. Voilà. C'est ce que j'ai voulu faire avec ce film, c'est faire entrer le spectateur dans la tête des personnages, comme une espèce d'envoûtement. Le film de procès, ce film de genre, effectivement, c'est plus ou moins toujours la même histoire, mais c'est comment surprendre avec quelque chose que l'on connaît. J'ai voulu faire avec ce film à la fois quelque chose de très crédible sur le plan de la justice, mais en même temps quelque chose de très fort sur la relation humaine. J'ai voulu faire du cinéma, c'est pour ça que le film est tourné en scope avec une lumière particulière, et que j'ai eu envie de balader les gens. Voilà. Il y a des balades qui sont plus ou moins douces et d'autres plus ou moins profondes et passionnantes. Là, si vous voulez, on vous prend, on vous amène et pendant 2 heures, on vous bouscule un peu et c'est bien plaisant de vous voir bousculer. J'aime bien quand vous faites « Ah !» Je trouve que c'est une belle émotion. Je le disais, vous êtes entouré pour ce film d'acteurs de grand talent, Grégory Gadebois, Alice Belaïdi, Sidze Babett-Newsome, Gaëtan Roussel. Je voulais revenir sur Grégory Gadebois notamment. Pourquoi était-il le bon acteur pour incarner le personnage de votre accusé? Par son visage d'enfant, son corps d'ogre, parce que pour moi c'est la victime idéale, et c'est
c'est un enfant broyé, perdu par la justice, qui n'a pas accès à la parole, et qui voudrait, qui est quelqu'un qui veut même pas qu'on le défende. C'est ça qui est touchant. Et voilà, je suis obligé de le défendre contre lui-même. C'est toutes ces ambiguïtés que Grégory porte en lui. C'est pareil, chacun des personnages, des acteurs, pardon, a en lui un univers. Et il n'est pas que, par exemple, comment elle s'appelle, celle qui fait la présidente, Alice Belaï, avec qui j'ai tourné dans une comédie. J'ai décelé en jouant avec elle, quelque chose qui ne demandait qu'à sortir, quoi, quelque chose de, pas de dramatique, mais de différent, et quelque chose d'une grande rigueur. Et elle incarne un procureur avec beaucoup de rigueur, de froideur, et en même temps, puisqu'elle est ce personnage qu'on connaît, sympathique, c'est dans la vie. Ce procureur peut être ça aussi, mais il y a sa fonction. Et dans sa fonction, elle est obligée de braver l'admiration qu'elle peut avoir pour ce vieil avocat. Et ça crée dans leurs relations, dans leurs échanges, une force nouvelle qu'on n'a pas l'habitude de voir ou d'entendre à la télé ou au cinéma. Je tenais à ce que ces scènes de procès ou ces scènes d'enquête et tout soient très intenses, très denses, et qu'on soit tout le temps sur le fil. J'ai pas pu m'empêcher de penser, en voyant justement ces scènes de procès, au voisinage qu'on peut avoir entre le métier d'acteur et le métier d'avocat. Le métier d'avocat, c'est quoi? C'est quelqu'un qui doit jouer un texte, qui doit interpréter un texte qu'il a pensé, qu'il a sans doute écrit, et qui doit convaincre. Est-ce que vous, en tant qu'acteur, vous voyez aussi également des parentés ou des parallèles entre l'acteur devant la caméra et l'avocat au moment de plaider, et notamment la plaidoirie finale, qui est le moment où il faut convaincre tous les jurés qui sont un public comme les autres? Je dirais le point commun entre l'acteur et l'avocat pour convaincre, c'est le talent. Le reste, c'est... nous, c'est un texte qui ne mettra en jeu que notre crédibilité. L'avocat, lui, va mettre en jeu la vie de son client ou de sa cliente. C'est pas la même rigolade. C'est la différence entre le jeu, ce qui est de l'ordre du jeu, et ce qui n'est pas du jeu. Non, c'est pas du jeu. Je ne vais pas rappeler votre âge, ce serait mal poli. Non, pas du tout, ça. Les gens diront, non. Formidable. Mais quel est son secret? Évidemment. J'ai 44 ans. Alors vous avez 44 ans et vous avez fêté l'année dernière vos 50 ans de carrière. Voilà. Comment est-ce qu'on conserve, justement, on parle du jeu, comment est-ce qu'on conserve le plaisir de jouer après plus de 50 ans de carrière? On est né pour ça, je crois. C'est une seconde nature, c'est une énergie permanente, c'est ce désir de partager, de convaincre. Peut-être moi, finalement, après tout ce temps, ce qui me fait tenir, c'est tout ce qui m'est rendu tous les jours par les gens. Donc on a envie de leur donner encore plus toujours, à la fois pour eux, mais surtout pour... C'est une question d'énergie, de désir, de volonté et de projet. C'est quelque chose qui... Pour moi, j'ai toujours considéré que le bon temps, c'était le maintenant, quoi. Donc j'ai aucune nostalgie par rapport à ce qui... Je suis content d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Je ne l'aurais pas fait, sûrement je serais frustré, mais c'est fait. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui et ce que je vais faire demain. Donc je pense que c'est ça je pense que le secret, c'est si on fait un métier vraiment difficile et tout, c'est bien entendu que c'est formidable de s'arrêter, mais je parle à ceux qui sont un peu plus vieux que moi. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut continuer à avoir des rêves et des projets une fois que son travail est terminé, qu'on ne peut pas s'arrêter. Si on s'arrête, on est cuit, c'est ça, je pense. Le fait de faire de la chanson, le fait de faire de la réalisation, ça fait partie de ça, de cette idée de se lancer des défis, se lancer des nouveautés, accepter des projets?
en fait, faire de la musique, de la chanson, du cinéma, de la maison, tout ça participe du même métier. Voilà, le risque aurait été si je m'étais lancé, par exemple, j'avais tenté de faire chirurgien dentiste, par exemple. Oui. Là, je pense qu'on aurait pris des risques tous. Mais ces métiers de la chanson, la musique, la poésie, écrire, c'est quelque chose que j'ai porté toute ma vie en moi et qu'au fond, les choix que j'ai faits souvent, qui étaient jamais des choix de carrière, mais des choix de plaisir, de rencontrer les gens. J'ai accepté des films pour partager du temps avec les autres, les gens que j'aimais, que j'admirais. Et donc, ma carrière, elle s'est faite, je dirais presque malgré moi. Mais pour parler de quoi? Pour parler de c'était la musique, c'est quelque chose que je portais depuis toujours. Et je me suis dit à un moment donné, si je le fais pas maintenant, je ne vois pas quand je pourrais le faire. Donc j'ai profité de le faire. Et j'ai eu de la chance que ça plaise. Et donc tout ça me remplit de joie. Oui. On parle de joie. Une dernière question peut-être avant de passer, proposer les questions de notre public. Vous parlez de joie, est-ce qu'il y a aussi du trac, même après 50 ans de carrière, quand on a un nouveau film qui va sortir sur les écrans mercredi? Est-ce que ça arrive encore? Alors, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Jouvet qui le disait, au théâtre on joue et au cinéma on a joué. Donc ça veut dire que si mercredi je devais jouer devant la France entière mon film, j'aurais le trac parce que est-ce que je vais dire tous les mots? Mais là le film il est fait. Je l'ai montré, je sais qu'il plaît, je sais qu'il est bien. Alors, le trac qu'on peut avoir, c'est est-ce que les gens est-ce que les gens vont venir ou pas? Mais tout ça ne nous appartient plus. Nous, on a passé 3 ans sur ce projet à écrire, à le produire. On a fait le mieux qu'on pouvait, le plus fort qu'on pouvait aller. On est heureux, on est fiers de ce film. Après, voilà, il faut hélas que je le laisse partir, voilà, et que je vous l'offre, je vous le donne. Et retrouver le public au bout du fil. Oh, pas mal. Merci infiniment Daniel Auteuil. Il nous reste un peu de temps pour que vous puissiez vous-même profiter de la présence de Daniel, pour que vous puissiez lui poser vos questions. Je pense que nous avons un micro qui va pouvoir circuler dans la salle. Bonjour, ça me fait très plaisir de vous voir parce que pour moi vous resterez éternellement Lagardère et c'était c'était une grande découverte cinématographique, j'étais jeune et ouais. On va pas citer le bossu, voilà. Oui, voilà. Mais bon, sinon j'avais une question plus en rapport avec le film actuel. Comme c'est basé sur une histoire vraie, un personnage réel et encore qui est décédé encore récemment, est-ce que vous sentez une responsabilité particulière quand vous incarnez quelqu'un de réel que le public potentiellement connaît versus par exemple un Lagardère qui donne peut-être plus de liberté? Oui, il m'est arrivé souvent de jouer des personnages qui étaient, avant d'être des personnages, étaient des personnes. Et oui, c'est une pression différente. Il faut être à la hauteur de leur chagrin, de leur désir, de ce qu'ils ont voulu. Il ne faut absolument pas les trahir, et souvent par rapport à la famille. Donc oui, c'est bien sûr, chaque fois c'est quelque chose de très fort à vivre. Il faut même quelque chose que j'ai tendance à vouloir occulter, tellement ça peut me prendre la tête. Oui, bien sûr. Ah oui. Y compris un meurtrier comme Jean-Claude Roman dans L'Adversaire, par exemple. Merci. Dans lui, il vaut mieux l'oublier, mais non, ce que je veux dire par là non, je pense à sa famille. Si vous voulez, ce film, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film de L'Adversaire, c'est l'histoire d'un type qui a inventé sa vie, qui s'est inventé une vie de médecin, et au bout de 10 ans de mensonges, il n'en peut plus, et il va tuer son père, sa mère, le chien de ses parents, ses enfants, sa femme. Il va tuer tous les gens qui l'aiment. Et il va tenter d'assassiner sa maîtresse, mais il ne doit pas l'aimer assez parce qu'il ne la tue pas elle. Et lui, il tente de se suicider, mais il n'arrive pas à mourir. Donc c'est une tragédie terrible. Mais je ne pouvais pas
porter pendant tout le film le poids de ces crimes. J'y arrivais pas, c'était impossible. En revanche, sur quelque chose de plus près de nous, sur le mensonge, oui, je me suis servi juste de ça et j'ai occulté les crimes. Donc voilà, j'ai répondu à votre question, jeune homme. Une autre question? Bonjour, j'aurais une question. Je voudrais savoir si vous avez intéressé de jouer dans les films américains avec des grands réalisateurs comme Scorsese ou De Palma. Eh oui, mais ils ont ce qu'il faut comme acteurs, un peu là-bas. Ils ont ce qu'il faut, il y a des mecs, il y a des... Oui. Non mais, alors, ma fierté, c'est que notre cinéma, le cinéma d'auteur, voyage à travers le monde. Et que j'ai eu la chance de rencontrer tous ces types qui m'ont fait rêver, qui m'ont donné que j'ai pas imité, parce que c'est pas possible, mais qui m'ont servi d'exemple. Oui, j'aurais aimé, mais oui, pour répondre à la question, simplement oui, j'aurais aimé. Oui, j'aurais aimé. Mais c'est pas possible, à cause de la langue. Alors, on a une question au fond de la salle. Oui, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si cette question revient souvent ou pas, mais j'ai beaucoup aimé vos adaptations de Marius et de Fanny, et je me demandais quelles sont les chances de voir la trilogie s'achever dans les années qui viennent. Il faudrait que j'ai l'âge des mecs, je suis trop jeune encore. Je sais pas, il y a eu un drôle de truc. J'ai pas renoncé, mais peut-être pas sous la forme des deux premiers. Cette histoire me passionne, cette histoire de paternité qui n'est pas la vôtre, et de ce jeune fils qui va à la découverte d'un père qu'il n'a jamais eu. C'est une histoire qui me plaît beaucoup. Il faut juste trouver la façon de la raconter aujourd'hui. Ça s'est arrêté. Alors, ce qu'ils ont fait, les distributeurs, ils ont pris La fille du puisatier, Marius et Fanny, et ils vous vendent ça en coffret comme si c'était la trilogie. Ce n'est pas la trilogie. Voilà. Mais bon, c'est 3 films jolis à voir quand même. Mais c'est pas... Ah, vous l'avez, oui. Marius et Fanny. Alors, vas-y, madame. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis venue au festival de Cabourg et donc j'ai vu le film, j'ai beaucoup aimé. Et à l'issue du débat, j'ai pu remettre à votre fille un scénario que j'ai écrit en pensant à vous dans un des rôles principaux, justement en lien avec la trilogie marseillaise. Et du coup, aujourd'hui, je pensais que c'était une dédicace individuelle et je pouvais en parler avec vous. C'est pas le cas, donc je me permets de prendre le micro à titre personnel. Et je voudrais savoir si il serait possible d'avoir un échange au sujet de ce projet ensemble à l'issue de la dédicace. Eh ben non, et j'ai pas eu le temps de le lire, je vais le lire et je vous répondrai. Alors, est-ce qu'on a beaucoup de questions là. Allez-y, monsieur. Bonjour Daniel. Bonjour. Je vais vous dire comme que je suis un de vos grands fans. Et j'aimerais vous poser également une question. Est-ce que vous avez souvent l'habitude de tourner avec les mêmes réalisateurs, comme Claude Sauté, Olivier Marchal, Claude Berry ou Edouard Molinaro? J'ai pas tout saisi. Excusez-moi. Non, je voulais savoir, est-ce que vous aviez souvent l'habitude de tourner avec les mêmes réalisateurs comme Claude Sauté, Claude Berry, Edouard Molinaro ou Olivier Marchal? Oui, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, toujours, tout au long de ma carrière, c'est retourner avec les metteurs en scène. Parce que on se connaît mieux la deuxième fois ou la troisième fois, et ça crée quelque chose. J'ai eu une frustration, moi, jeune homme, c'est que j'ai voulu faire le conservatoire, on m'a pas pris. J'ai voulu appartenir à une troupe. Toute ma vie, j'ai cherché à appartenir à un groupe. Et ça s'est jamais fait. Alors, le groupe, je l'ai fabriqué moi-même. Les gens, je l'ai fait l'air autour de moi. Mais oui, c'était quelque chose de très... J'adorais ça. D'abord, parce que quand on est jeune, on se dit ça fait du travail encore, on est content, on va retravailler. Et puis eux aussi, ça provoque leur imaginaire. Tout. C'est quelque chose de très très formidable. Ouais. Je suis content de l'avoir fait. Ils arrivent à mieux saisir ce qu'ils peuvent tirer de vous, ce qu'ils peuvent vous faire jouer en faisant plusieurs fois. Non, je pense que
Oui, ou le sentiment de ne pas avoir tout raconté ou avoir vu quelque chose qui peut les aider. Mais par exemple, avec Claude Sauté, quand on a fait quelques jours avec moi et Un cœur en hiver, c'est un personnage qui n'existait pas encore dans le cinéma français. C'était un peu comme L'étranger de Camus. C'était un personnage qui n'a pas accès aux sentiments. C'était tiré d'un roman russe de Lermontov, La princesse Marie, un héros de notre temps. Et ce personnage correspondait bien au début des années 90, à une époque où cette société était en manque de désir. Et donc, je parlais de quoi? De Claude Sauté. De Claude Sauté, voilà. Et donc, voilà. Et avec Claude Sauté, donc, il a inventé ce personnage, et puis après, il a redécliné dans Un cœur en hiver. Et tous les autres metteurs en scène, en fait, j'ai fait une partie de ma carrière avec ce personnage, comme Piccoli, après Les choses de la vie. Vous savez, on trouve un personnage et les metteurs en scène ont l'impression d'inventer quelque chose. C'est très bien, il faut leur laisser croire qu'ils ont inventé quelque chose, et on est dans cette continuité. Donc c'est un rôle très important que j'ai décliné longtemps. Vas-y. Bonjour, merci de votre présence. À titre personnel, mon film préféré, c'est La Belle Époque, qui m'a bouleversé avec Fanny Ardant. Je le trouve extraordinaire. Mais c'est peut-être une question difficile, mais vous, dans votre immense carrière, s'il y a un rôle, peut-être que vous deviez retenir, celui qui vous a le plus marqué, vous avez le plus préféré incarner, peut-être parmi, on connaît vos grands classiques, voilà, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, lequel vous deviez retenir? Merci. Aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est le dernier qui est dans ce film, cet avocat dans lequel j'ai mis beaucoup de moi-même dans l'écriture, dans l'expérience et dans les rapports humains et toujours dans le désir d'avoir foi encore et pour toujours en l'humanité, et d'être resté un personnage lucide, ce que je suis aussi, mais crédule aussi. Et donc ces deux facettes qui m'appartiennent, je les ai mises dans ce rôle, et ce rôle en fait parle beaucoup de moi. Oui. On a le temps pour une dernière question. Bonjour Daniel. Bonjour. Je voudrais vous demander à propos d'un film qui m'a beaucoup impressionné et que j'ai adoré. Parce que, en fait, j'étais un petit peu dans le monde rural. Donc, c'est Jean de Fleurette, le personnage de Jean Fleurette. Donc, j'aimerais savoir si vous envisagez de donner un petit peu cette idée de problèmes d'eau, des problèmes des personnes qui changent les cours d'eau pour, je sais pas, c'est un petit peu cette idée, si vous pensez aux agriculteurs, parce que vous avez tellement bien joué ça que ça m'a tellement touchée. Et je voulais vous dire merci, un grand merci pour vos interprétations, et parce que on se sent très touché dans le milieu rural aussi. Merci madame, mais c'est Pagnol qu'il faut remercier. Pagnol qui était un précurseur, qui va raconter l'histoire des premiers idéalistes, les premiers écologistes, ces types qui viennent de la ville et qui pensent pouvoir s'installer à la campagne alors que c'est des métiers difficiles. Et oui, c'est Pagnol qui savait raconter des histoires universelles comme ça. Mais bon, on a bien joué dedans aussi, je suis d'accord. On a tous Hugolin quelque part en nous. Merci infiniment, Daniel Pardon, Auteuil. monsieur, je prends la parole au sujet d'un élève de première qui a 16 ans et qui m'a demandé si vous pouviez signer 2 DVD dans lesquels vous jouiez. Eh bien, on va le faire. Alors, il va être très content. Je vous remercie. Je vous approche. Merci infiniment, Daniel. Merci infiniment. Merci beaucoup. Découvrez le film, c'est en salle, mercredi 11 septembre. Découvrez, allez-y sans tarder. Voilà, on va juste vous demander de rester à vos places, s'il vous plaît. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il va y avoir une petite signature, mais
Il signera pas tout le monde parce qu'il a un rendez-vous très important à Radio France après. Donc on va essayer de gérer et de faire le maximum. Mais s'il vous plaît, vous restez à vos places. On va vous appeler. Vous ne vous levez surtout pas. Je vous remercie.